BFM Business, BFM Crypto, le club. Et oui, le club des cryptos, le club BFM des cryptos, devrais-je dire, comme tous les jours, peu après 16h30 avec aujourd'hui Claire Balva. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes experte crypto indépendante et bonjour à vous Valentin Demey. Bonjour Vincent. Vous êtes journaliste cryptos. On va commencer avec l'actu des cryptos. Comme c'est la tradition, je crois, moi je suis pas là tout le temps, mais on m'a dit que c'était la tradition. On commence avec l'actualité des cryptos. Et vous allez déjà nous parler de l'Ukraine qui accélère le développement de sa monnaie numérique. Et oui, on en entend de plus en plus parler des monnaies numériques de banques centrales, les MNBC. On avait parlé la semaine dernière de la Chine qui est très avancée sur la digitalisation de sa monnaie. Ils en ont même donné un paquet à certains citoyens dans certaines parties de la Chine et qui ne pouvaient être utilisés qu'à certains endroits et à certains moments. Donc très dosé, très programmé. C'est toutes les interrogations qui traînent justement autour de ces monnaies numériques de banque centrale. On sait par ailleurs que l'Europe travaille sur sa monnaie numérique de banque centrale, le e-euro, qui devrait sortir 2026-2027 peut-être. En tout cas, c'est un vrai sujet pour les acteurs de l'Europe. Et là, effectivement, on apprend par le vice-premier ministre du pays que l'Ukraine travaille vraiment sur sa MNBC, peut-être pour horizon 2024, donc c'est très, très prochainement, sur une blockchain qui est aussi bien connue de l'écosystème des crypto-monnaies, sur Stellar. Et donc, ils souhaitent numériser leur devise pour devenir le pays le plus en avance sur la numérisation de l'entièreté de leur économie du monde. Ah, carrément du monde, pas juste d'Europe de l'Est. Oui, tout à fait, du monde dans les toutes prochaines années pour essayer de reconstruire après la guerre qui est en train d'être menée sur le territoire. Donc c'est une des grandes promesses. Il nous dit, le vice-président, que ce développement est donc en cours, qu'il a récemment vu physiquement, ou en tout cas qu'on lui a montré sa monnaie sur forme numérique, sur la base donc du produit Stellar, à voir la dynamique que ça prend, mais on sait que l'Ukraine, avec le début de la guerre, s'était très vite tournée vers les cryptos dans un premier temps. Ils avaient reçu des dons massifs en crypto-monnaies qu'ils avaient justement vendus pour participer à l'effort de guerre. Ils avaient même reçu des NFT de collection très connus qui par la même occasion avait été vendu pour soutenir l'effort de guerre des soldats. Ensuite, ils avaient quand même fait marche arrière sur l'utilisation du Bitcoin dans le pays parce que la monnaie du pays avait été fortement vendue et donc dépréciée au profit du Bitcoin et de d'autres monnaies étrangères pendant la guerre. Donc ils avaient freiné le pas, mais en tout cas, ils ont toujours été très friands des crypto-monnaies. Et là, on le voit, des monnaies numériques de banque centrale, donc une certaine forme de crypto-monnaie sur la blockchain Stellar, qui est très connue de l'écosystème crypto, pour 2024. C'est la principale qui sert de base justement C'est pas la principale, mais c'est intéressant de le voir parce que c'est intéressant de le voir parce que sur beaucoup d'aspects, on se demande sur quelle blockchain ça pourra être émis, où ces blockchains pourraient accompagner ces monnaies numériques de banque centrale. Des fois, on se demande si c'est des blockchains dites privées, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un Excel entre trois acteurs de l'écosystème, que ça soit le ministère des Finances, la Banque de France ou autre, par exemple, qui pourraient être des validateurs et on ne serait pas sur une blockchain publique. Stellar, c'est pas la blockchain la plus publique et la plus utilisée. Je vous aurais dit Ethereum, pour donner un peu de nom qui pourrait accepter ou faire fonctionner, tourner ces monnaies numériques de banque centrale. Mais Stellar, elle est quand même assez bien connue dans cette particularité qu'elle a à être programmable. Non, mais c'est intéressant. Une remarque, ça veut dire finalement qu'ils envisagent leur monnaie numérique de banque centrale sous forme de stablecoin sur une blockchain publique. Alors certes, c'est pas la plus grande, c'est pas Ethereum, mais ils sont pas sur un projet complètement centralisé à la chinoise. Tout à fait. Et ils envisagent vraiment un stablecoin d'État, on peut le dire comme ça. C'est un peu ça. Alors effectivement, le terme de stablecoin est un peu dangereux en ce moment, mais effectivement, ça serait sur une blockchain publique, contrairement à ce qu'on peut voir, comme vous le disiez, Claire, ailleurs. Le principal intérêt des cryptos d'État, c'est pour les États eux-mêmes, pour l'utilisateur. Je suppose que vous en parlez régulièrement ici. Quel intérêt de détenir des cryptos d'État quand justement on détient des cryptos pour ne pas dépendre des banques centrales? Historiquement, ce qui a déclenché ce mouvement de panique des banquiers centraux qui se sont réveillés, c'était la création de Libra, la monnaie numérique de Facebook, qui avec son milliard d'utilisateurs aurait pu être un gros concurrent direct. Effectivement, puisque ça a été avorté très vite parce que les régulateurs sont montés au créneau. Et du coup, les banquiers centraux et les grandes entités se sont dit, bon, il faudrait peut-être numériser nos devises pour ne pas qu'on se fasse doubler par des acteurs étrangers, des acteurs privés. Donc l'intérêt, c'est que l'État garde la main sur le pouvoir de battre monnaie, ou en tout cas qu'il continue d'être dans la course face à des acteurs étrangers, face aux crypto-monnaies qui au début pouvaient être effectivement une menace pour eux. L'intérêt du citoyen, il est encore à chercher, et l'intérêt des monnaies numériques de banque centrale n'est pas encore fixé. On ne sait pas très bien quelle forme ça prendra, si ça sera que pour les gros acteurs, si ça sera aussi pour les citoyens. En tout cas, en Europe, c'est des questions qui restent en suspens, même si on nous annonce un euro numérique pour 2027. Sujet suivant, on va parler de quelqu'un, Changpeng Zhao, qui est le
PDG de Binance, comme chacun sait. Quel suspense. Il dit que la pression exercée par les régulateurs pourrait conduire au retour des stablecoins algorithmiques. Oui, alors on en parlait hier sur le plateau. Effectivement, la SEC, le gendarme boursier américain, a commencé à se montrer un peu véhément. Claire en parlait également vendredi dernier sur le plateau avec d'autres acteurs que Binance qui avaient été inquiétés par des lettres à destination des entreprises sur tout un paquet de sujets crypto. Là, on s'intéresse effectivement sur le stablecoin. Le stablecoin, c'est quoi? C'est un jeton, c'est une crypto-monnaie qui est censée ne pas être volatile, contrairement au Bitcoin, à l'Ethereum, qui peuvent bouger de quelques pourcentages dans la journée, effectivement, plus ou moins de manière importante. Et l'idée, c'est d'avoir donc ce token, une crypto-monnaie, qui suive le prix d'une devise ou de l'or. En l'occurrence, ici, le BUSD dont on va parler, c'est du dollar. Ce qui s'est passé, c'est qu'en début de semaine, la SEC s'est penché un petit peu sur le BUSD qui est émis par une entreprise américaine, Paxos, et qui est utilisé par Binance pour les échanges de crypto-monnaies. C'est-à-dire ces paires de trading sont libellées bien souvent en BUSD, donc en dollars de la plateforme de Binance, pour faciliter les échanges et pour plein d'autres activités. Et la SEC s'est dit, bon, c'est peut-être une valeur mobilière qui aurait dû être enregistrée comme titre. Alors, vous avez jusqu'à 21 février pour arrêter d'en émettre davantage. Et donc, ça a mis un petit plomb dans l'aile de Binance pour son développement personnel. Donc, on a entendu son président directeur général hier sur plusieurs médias et dans un Twitter Space hier s'inquiéter de problématiques qui pourraient retourner suite à cette interdiction puisque c'était un stablecoin en partie régulé et en tout cas qui était garanti 1 pour 1 dans les comptes des sociétés. C'est-à-dire que quand Paxos avait émetté un BUSD, il avait un vrai dollar dans les comptes en banque de la société. Ce qui a permis d'ailleurs, quand il y a eu ce mouvement de panique, quand la SEC est tombée un peu sur l'entreprise, que beaucoup ont vendu leur BUSD, beaucoup ont supprimé les BUSD de leur circulation pour récupérer un vrai dollar. Donc au moins ça montrait qu'il y avait vraiment les dollars dans les comptes en banque de Paxos. Et donc CZ effectivement se dit maintenant qu'on ne peut plus utiliser le dollar, qu'est-ce qu'on peut utiliser? C'est la grande question. Peut-être un stablecoin euro, on en parlait hier, peut-être un stablecoin adossé à l'or et peut-être un stablecoin algorithmique. Le problème des stablecoins algorithmiques, et là pour le coup les autorités américaines se sont déjà penchées sur le sujet, c'est que c'est des stablecoins qui jusqu'à présent n'ont pas fonctionné dans leur objectif de stabiliser les cours d'une crypto-monnaie. On a beaucoup traité à l'époque de l'UST, le stablecoin de l'écosystème Terra Luna, qui s'était effondré en mai 2022, embarquant avec lui 30 ou 20 milliards de dollars de capitalisation, donc assez important, et qui avait fait... c'était assez important. À l'échelle des cryptos. C'est quand même une belle somme, qui avait fait effondrer une partie de l'écosystème des cryptos. Donc c'était un stablecoin algorithmique, c'est-à-dire qu'il n'était pas garanti avec un vrai dollar dans les comptes en banque des sociétés. C'était une autre manière de les garantir. Sauf que cette manière de les garantir n'est pas sous le feu des projecteurs de la SEC, puisque ce n'est pas une entreprise centralisée qui les émet. Donc peut-être que ça pourrait refaire vivre ce type de stablecoin qui aujourd'hui ne fonctionne pas. Peut-être que Binance a des idées avec je ne sais quelle manière de garantir d'une autre manière ces stablecoin algorithmique pour que ça fonctionne quand même. Peut-être qu'ils vont se porter, il nous a sorti CZ quelques idées, peut-être faire des stablecoins sur l'euro, le yen japonais ou le dollar singapourien pour continuer d'avoir un token stable sur sa plateforme qui pourrait en partie émettre ou bénéficier. Mais effectivement, le dollar, ça semble compromis puisque la SEC a l'air de montrer les dents. Claire, un petit commentaire sur les stablecoins algorithmiques. Retour. Sur les stablecoins algorithmiques, alors ce qu'on sait surtout, c'est que les régulateurs ne sont pas fans de ces stablecoins-là. Et d'ailleurs, on l'a vu dans l'élaboration de la réglementation MiCA en Europe, qui est très stricte au niveau des stablecoins. Il y a notamment cette obligation d'avoir un siège en Europe, d'avoir un interlocuteur. Et souvent, ce qu'on voit sur les stablecoins algorithmiques, c'est aussi des projets assez décentralisés. Et donc, on peut se demander si les régulateurs ne vont pas, au final, interdire aux acteurs européens, aux plateformes, de lister des stablecoins algorithmiques qui pourraient être dangereux. On l'a vu avec Terra Luna. Donc, à voir finalement si c'est une bonne stratégie pour Binance, parce que ça peut être payant dans certaines zones géographiques, mais en Europe, ça risque d'être très compliqué. Tout à fait. Puis, autre sujet d'actualité concernant la fin du BUSD, Tether engrange plutôt $1 milliard sur l'USDT. Exactement. Pour rappel, les stablecoins, il y en a 3 qui sont majoritaires. Donc c'était d'abord le Tether, ensuite l'USDC de Circle et ensuite le BUSD de Binance. Et effectivement, quand donc la SEC est tombée particulièrement sur le BUSD de Binance, pas sur le Tether, ils ne se sont pas encore prononcés dessus. Et donc il y a eu une fuite des capitaux, une grande partie, au moins un bon milliard qui a quitté le BUSD pour se diriger donc sur le Tether, l'USDT, qui consolide donc sa place de leader qui aujourd'hui pèse plus de 50% de la capitalisation des stablecoins, donc c'est assez important. Pourquoi ? C'est notamment géographique, puisque justement, on a vu que Paxos était aux États-Unis, donc
pouvaient être embêtés par la SEC. Et en fait, l'émetteur donc de l'USDT qui est Tether et dans une autre. J'ai mal prononcé, c'est là que je réalise. Hein. Non, mais ça, les deux fonctionnent. Tether. Ah, c'est comme ça. À la française et à l'américaine. Tether. Ouais. Exactement. Et eux, ils sont établis à Hong Kong, donc ils seraient en dehors de la juridiction américaine. C'est pour ça que, a priori, les capitaux se dirigent vers Tether. Il y a une autre partie des capitaux qui ont tout simplement été brûlés. Je le disais, il y a une adresse notamment qui a supprimé 140 millions de BUSD qu'elle avait sur son adresse, qu'elle les a supprimés du réseau pour récupérer 140 millions de dollars en vrais dollars pour le coup, dans un compte en banque. Et encore une fois, ça a fonctionné. C'est important de le préciser parce que, Claire, vous le disiez, les régulateurs n'aiment pas particulièrement les stablecoins algorithmiques parce qu'ils n'ont pas fonctionné. C'est-à-dire que là où l'UST de Terra Luna a échoué, c'est que quand on a voulu récupérer un vrai dollar, quand le cours de l'UST a baissé, on a récupéré 0 ou quelques centimes. Quand le BUSD a eu un petit souci de la SEC, on a été capable de récupérer $1 en face. Donc c'est là où il y a peut-être une vraie incompréhension des régulateurs ou un vrai danger, c'est qu'en voulant mettre un coup d'arrêt en disant que c'est une valeur mobilière, et on verra, Paxos a envie de monter au créneau pour montrer que non, ce n'est pas le cas. En tout cas, on fait partir de ce spectre-là, un stablecoin qui a prouvé hier qu'avec un effort, un stress de plusieurs centaines de millions d'euros ou de milliards, on a quand même pu récupérer des vrais dollars en face, alors qu'on sait très bien que sur l'UST, ça n'a pas été possible. À voir comment ça se dirige, mais en tout cas, l'USDT, lui, a bénéficié du milliard qui a été perdu par Binance grâce à une juridiction différente. Claire, un petit commentaire ou on passe à votre chronique ? C'est parti. C'est parti. On va parler avec vous de la relation entre banque et entreprise crypto. C'est si dur d'avoir un compte bancaire quand on est dans les cryptos ? Et oui, il faut le savoir, quand on est une entreprise crypto, en fait, les noms de banquiers qui acceptent d'ouvrir des comptes se refilent, un peu comme des noms de dealers. Et donc carrément. Et oui, les histoires d'entrepreneurs font grand bruit depuis de nombreuses années. Alors la plus connue, c'est celle de Bitcoin Avenue, qui avait vu des articles de presse carrément paraître à ce sujet il y a 2 ans. Le 2 mars 2021, Bitcoin Avenue est enregistré comme PSAN, prestataire de services sur actifs numériques auprès de l'autorité des marchés financiers. Et le résultat de ce beau succès, c'est que 9 jours plus tard, le 11 mars 2021, Bitcoin Avenue reçoit un courrier recommandé de sa banque, en l'occurrence c'était le CIC, qui l'informe sans aucune justification qu'elle a 60 jours pour décamper, pour clôturer le compte en banque. Alors je vois vos yeux ébahis, Vincent, mais je vois les yeux beaucoup moins. Mais je vois les yeux beaucoup moins ébahis de Valentin parce que lui il sait. Voilà. Parce que lui il sait que ça concerne toutes les boîtes crypto. Ouais. Et effectivement, de nombreuses autres entreprises ont eu les mêmes problèmes. Big Block Data Center, par exemple, qui propose du minage de Bitcoin, ils sont eux aussi fait fermer leur compte bancaire principal sans aucune justification. Et ça va même plus loin puisque leur dirigeant Sébastien Gouspillou a communiqué sur Twitter le courrier du Crédit Agricole qui lui fermet carrément son compte bancaire personnel, là aussi sans aucune justification. Si loin que ça. D'accord. Voilà, mais ça c'est pour ceux qui ont réussi à avoir un compte bancaire en France. C'est pas le cas de tout le monde, tout le monde n'a pas eu cette chance. Stackinsat, qui propose du DCA Bitcoin, donc de l'investissement récurrent en Bitcoin, n'a jamais réussi à ouvrir de compte bancaire en France et a carrément été obligé de se bancariser à l'étranger. Mais les gens que vous citez, là, les cas que vous citez, sont des gens qui avaient de mauvaises relations avec leurs banquiers ? Non. Mais non, j'aurais bien aimé, parce que c'est vrai que c'est des bitcoiners, on pourrait se dire, voilà, ils ont des relations tendues avec leurs banquiers, mais pas du tout. Donc j'ai passé quelques coups de fil à d'autres entrepreneurs pour m'en assurer. Et en fait, les exceptions, ce sont les entreprises qui n'ont pas eu de problème avec leur banque. Et les exemples, on en trouve à l'appel. Par exemple, Meria, ex-Just Mining, l'entreprise d'Owen Simonin qui est sur ce plateau chaque vendredi, eh bien, eux aussi, ils se sont fait fermer leur compte bancaire sans aucune justification. Ils ont eu 3 mois pour gérer une migration bancaire, pour changer de banque. Pareil pour Legolas Exchange ou LGO. Fermeture de leur compte bancaire principal, en l'occurrence chez HSBC, pardon. Pas facile à dire. Pas facile à dire, exactement. Pile pendant leur levée de fonds, donc vous imaginez à quel point c'est pratique. Ouais. Et même Ledger pépite française, licorne, valorisée plus d'1 milliard d'euros, a eu de nombreuses fermetures de comptes bancaires avant de réussir à trouver un partenaire fiable. Bon. Il y en a qui échappent à ce phénomène, ou il y en a bien quand même qui ne voient pas leur compte fermé. Alors oui, heureusement, mais en fait ce qui est fascinant, c'est que même ceux qui ont eu la chance de ne pas vivre de vraies fermetures de comptes bancaires ont eu l'occasion de mesurer un peu leurs privilèges.
Voyez plutôt Defense, qui propose de la custody crypto et qui a levé 12 millions d'euros. La custody, La custody, c'est la gestion des clés privées. D'accord. Voilà, donc c'est une infrastructure très importante dans le secteur crypto. Et donc Defense, ils sont vus suspendre les accès à leur compte bancaire l'année dernière pendant 2 semaines, juste après Noël. Là, autant vous dire que là aussi, c'est pratique. Ça aurait pu être avant, donc quand après, votre équipe attend les salaires fin décembre, voilà, vous devez gérer autrement. Même combat pour Morpholabs, pépite de la finance décentralisée qui a dépassé les 200 millions de dollars de TVL. Suspension des accès à leur compte bancaire, là aussi. Comet, studio de gaming basé sur blockchain, vous allez voir là, c'est original. Comet, ils ont levé 6 millions d'euros. Et à partir de là, ils n'ont plus pu accéder à leur compte bancaire, à leurs fonds, pendant 2 mois. Aucune réponse de la banque, malgré les courriers d'avocats. Donc en fait, le phénomène aujourd'hui, il est si généralisé que même les jeunes entreprises savent qu'elles vont sérieusement galérer à ouvrir un compte en banque et à le maintenir ouvert. Mon livret C, par exemple, qui propose un produit d'investissement en crypto, Mon livret C, ils ont été créés en 2021 et ils ont essuyé les refus d'une dizaine de banques françaises avant de réussir à ouvrir un compte. Nefture, entreprise de cybersécurité Web3. Donc là, on ne parle même pas de gestion de flux crypto, c'est de la cybersécurité. Et ils se sont vus refuser l'ouverture d'un compte bancaire par une grande banque française en 2021, alors même qu'ils avaient des devis de clients signés. Donc on en arrive à un stade où c'est finalement plus simple de trouver des clients que de trouver un compte bancaire. Donc face à ça, que font les entreprises ? En fait, elles essayent d'anticiper et elles ouvrent carrément, préventivement, des comptes bancaires à l'étranger. C'est le cas de Tilvest, qui propose une solution crypto pour les conseillers en gestion de patrimoine. Et donc Tilvest, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ouvert un compte en banque à l'étranger en solution de secours, au cas où leur compte en banque français soit fermé inopinément. Donc tout le monde est concerné finalement par ce phénomène dans l'univers crypto. Tout le monde est concerné et surtout ce qui est fascinant, c'est que c'est un problème de longue date. Il y a 5 ans, je me souviens, j'avais été à un petit déjeuner organisé à Bercy par Bruno Le Maire qui regroupait une dizaine d'entrepreneurs crypto. Et à l'époque déjà, le problème principal qui était ressorti de cette petite session de réflexion, c'était la difficulté des entreprises crypto à ouvrir un compte bancaire ou à le maintenir ouvert. Et donc à l'époque, forcément, Bruno Le Maire et son administration avaient découvert le problème et nous avaient assuré qu'ils allaient s'en occuper. Voilà. Alors ça fait 5 ans et on attend toujours. Alors pourtant, on se demande à un coup de fil à la Fédération bancaire française, ça ne doit pas prendre beaucoup plus de temps que d'enfiler des cols roulés le matin. Mais c'est un mystère. Pourquoi vous parlez de col roulé ? Je me demande pourquoi. Bruno Le Maire, col roulé. On se demande, il y a un petit truc. Valentin qui porte un col roulé, je le dis pour les gens qui nous écoutent à la radio. Il est très inspiré par Bruno Le Maire, Valentin. Avant d'aller plus loin avec vous Claire, Valentin, vous êtes un média, Cryptost, mais vous êtes aussi concerné par ce phénomène, non ? Heureusement non. Oui, il vous laisse tranquille. Heureusement non, effectivement, Dieu soit loué, effectivement, mais c'est un vrai problème, sachant que peut-être que vous le préciserez dans la chronique tout à l'heure, Claire, mais c'est l'ambition de la France de faire de l'Europe une place importante dans le monde et surtout que dans l'Europe, la France rayonne. Donc c'est un vrai problème, sachant qu'effectivement les capitaux sont là. Claire, oui. Je reprends la suite. On peut se dire, quand on est entrepreneur, on se doit de gérer ce genre de problème, ou on peut s'attendre à avoir ce genre de problème. Est-ce que c'est si grave ? Est-ce que vous ne vous plaignez pas un petit peu pour pas grand-chose ? Enfin, vous, vous et vos pairs. En fait, oui, c'est grave. Pas seulement parce que c'est pénible pour les entrepreneurs, alors on peut quand même saluer leur résilience, mais c'est grave parce que ça veut dire que le droit au compte est devenu une barrière à l'entrée pour un secteur qui est quand même un secteur stratégique. Et il faut bien se rendre compte que tout le temps que vous passez en tant qu'entrepreneur à galérer, à ouvrir un compte, à chercher en urgence une banque pour avoir une solution de secours parce qu'on vous ferme votre compte, à gérer une migration bancaire quand vous êtes une plateforme d'échange, c'est du temps et de l'argent, parce qu'à chaque fois vous payez des avocats aussi, que vous n'investissez pas dans le développement de votre entreprise. Et donc à l'échelle d'une entreprise, c'est une perte de compétitivité économique, mais à l'échelle d'un secteur, en fait, c'est une perte de souveraineté industrielle pour notre pays. Et il faut bien le rappeler, on parle d'un secteur qui pose les bases d'une nouvelle finance décentralisée, d'un nouvel Internet décentralisé. Et les géants de ce secteur, ils sont où aujourd'hui ? Ils sont aux États-Unis, ils sont en Chine, ils sont dans des paradis fiscaux. Et si ces dynamiques continuent, l'ensemble des données des Européens, incluant des données financières et économiques, seront gérées à l'étranger. Comment fera-t-on finalement quand l'ensemble des actifs monétaires et financiers qui circulent sur blockchain sera géré par des acteurs américains ? Parce que c'est ça finalement dont on parle. C'est une dépendance numérique qui va s'aggraver et qui va inclure cette fois des données financières, économiques et même monétaires. Et pourquoi les banques sont-elles si strictes avec les entreprises de l'univers crypto ?
de quoi ont-elles peur, les banques? En fait, les banques, elles ont peur d'être impliquées directement ou indirectement dans du blanchiment d'argent. Alors bon, je sais, moi aussi, ça m'a un peu surprise parce que quand on sait que les banques, en 2022, ça arrive avec tout type d'argent, ont été condamnées à payer 5 milliards de dollars d'amende, on pourrait se dire, finalement, c'est pas la crypto qui va particulièrement leur poser problème. Mais bon, les préjugés ont la vie dure. Et même si on sait qu'aujourd'hui, les flux crypto illicites représentent seulement 0,29% des transactions, eh bien, les banques n'ont pas les compétences, n'ont pas les outils pour savoir si un flux crypto est douteux ou non. Et donc, dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? On blacklist tout un secteur. Pourtant, les outils, ils existent. De nombreuses entreprises ont développé ces dernières années des solutions d'analyse de données on-chain. Alors, vous choisissez, Chainalysis, Elliptic, CipherTrace, ScoreChain. Bref, si vous êtes une banque, vous avez vraiment l'embarras du choix. D'ailleurs, certaines de nos institutions publiques et ministères le savent, puisqu'ils ont déjà des licences auprès de ces entreprises. Donc, le manque de traçabilité, qui est l'argument phare avancé par les banques pour justifier des non-ouvertures de compte, c'est une excuse fallacieuse. Alors, certes, bien pratique, mais ce qui est cocasse quand on regarde le détail, c'est que les banques françaises, ces derniers mois, elles ont quasiment toutes annoncer des partenariats avec des entreprises de custody, dont on parlait tout à l'heure. Mais quoi de plus pratique quand vous développez votre activité crypto, eh bien de continuer à fermer ou à ne pas ouvrir des comptes bancaires pour les pure players. C'est donc bien une volonté politique de la part des banques qui protègent leurs propres intérêts, sauf qu'en protégeant leurs intérêts, en refusant toujours l'ouverture de comptes bancaires, le secteur bancaire porte une responsabilité dans les trous béants qui se profilent dans notre souveraineté numérique. En quelques mots, est-ce qu'il y a un espoir pour que ça change? Oui, alors il y a non mais est-ce que ça commence à changer? Un peu. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que les choses s'améliorent un peu. Oui. Déjà, l'apparition d'entreprises crypto de taille importante en fait des prospects désormais intéressants pour les banques. Je pense notamment à Ledger ou à Sorare, qui deviennent des prospects juteux finalement pour les banques, qui les courtisent. Alors, pour Sorare, c'est aussi parce qu'ils se brandent comme une entreprise de divertissement et pas comme une entreprise crypto. Donc, c'est dire aussi les artifices qu'il faut employer. Mais ça montre la lumière au bout du tunnel. Là où il y a de l'argent, les banques suivent, les banques acceptent de prendre le risque. Deuxième bonne nouvelle, on a une banque en France qui s'est lancée dans le secteur crypto. C'est la banque de Lubac, qui d'ailleurs a été enregistrée comme PSAN auprès de l'AMF. Leur initiative est suffisamment rare pour la souligner. Plusieurs des entrepreneurs que j'ai eu au téléphone m'ont dit avoir trouvé une solution, certes un peu chère, mais une solution pérenne auprès de cette banque. Et puis on peut aussi se tourner vers certains de nos voisins, et notamment la Suisse. Vous saurez qu'en Suisse, il est possible de créer une entreprise sans compte en banque. On peut par exemple libeller son capital en bitcoin. Et en fait, c'est bien là le nœud du problème. C'est parce qu'il y a un monopole monétaire qu'on se retrouve avec un monopole économique de la part du secteur bancaire, qu'on se retrouve avec un rapport de force inéquitable. Et en France, toute entreprise crypto ou pas crypto a besoin d'une banque. En revanche, les banques, elles n'ont pas nécessairement, ou en tout cas, elles ne croient pas avoir besoin des entreprises de la crypto ou du Web3. Pourtant, on connaît tous quelqu'un qui a besoin des entreprises de la crypto et du Web3. Il s'appelle Emmanuel Macron. Et oui, souvenez-vous, Emmanuel Macron, il nous a dit qu'il était absolument essentiel, je cite, de construire un métaverse européen. Alors, peut-être qu'Emmanuel Macron n'a pas totalement compris ce qu'était un métaverse, mais il faudrait... déjà dedans, sans le savoir. C'est une autre question. Christian Estrosi y était ce matin pour une... C'est vrai, j'ai vu ça. Christian Estrosi était dans le métaverse. Fascinant, la métropole de Nice est maintenant dans le métaverse. C'est la première. Mais dans tous les cas, il faudrait informer Emmanuel Macron que, en attendant le métaverse européen, les entreprises du Web3 ne peuvent même pas sereinement être bancarisées en France. Et donc, à défaut de continuer à faire des déclarations incantatoires pour devenir une crypto-nation, on pourrait peut-être commencer par régler les problèmes concrets des entrepreneurs, ça nous rendrait déjà moins ridicules. Bon, on espère qu'il nous écoute et que son entourage aussi nous écoute. Ce sera le mot de la fin, c'est tout le temps qui nous reste. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir été avec nous pour ce BFM Crypto Club. Valentin Demey, journaliste à Crypto, et merci à vous Claire Balva, experte crypto indépendante.